Vous avez loupé le mois sans tabac en novembre dernier. Vous ne voulez pas attendre la journée sans tabac le 31 mai prochain. Mais votre objectif, arrêtez de fumer. Les centres d'addictologie vous aident gratuitement. Et pour ceux qui sont encore timides ou indécis, le centre d'addictologie du dispensaire Émile Roux à Clermont-Ferrand lance une opération de recrutement. Le docteur Perriot et son équipe recherchent des volontaires pour participer à une étude sur l'efficacité de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique. Alors cette étude a pour objectif de comparer l'efficacité de la cigarette électronique à un médicament de référence qui est la varénicline, le Champix. On leur distribue aussi une cigarette électronique, pour laquelle on va leur faire aussi visionner un petit film d'explication et d'utilisation de cette cigarette. 13 centres en France ayant la validation pour les études cliniques sont concernés pour cette grande étude. Ils recherchent tous 650 personnes, fumeurs d'au moins 10 cigarettes par jour pour évaluer les effets bénéfiques ou pas de la e-cigarette. Après avoir passé un entretien médical avec le médecin, les patients volontaires se voient distribuer une cigarette électronique et des comprimés. Placebo ou pas. Ni le médecin ni le patient ne sait s'il consomme des placebos. Seule une base de données informatique renseigne l'étude globale. On est certain de l'efficacité du Champix, qui est un médicament de référence. Et on a des doutes sur l'efficacité réelle de la cigarette électronique. Ça va sans doute lever un certain nombre de réticences sur la compréhension de son efficacité, de son utilité pour l'arrêt du tabac. L'étude dure 6 mois, mais les patients sont bien entendu suivis, même si ils échouent dans leur tentative de sevrage. En France, en 2016, la cigarette électronique séduisait 1,7 million de consommateurs. Si le sevrage à la e-cigarette est avéré par cette étude clinique et sa toxicité clairement établie, les médecins pourraient la recommander pour l'arrêt du tabac ou même peut-être la prescrire. Il a toujours fallu réserver ses nuitées dans les refuges de la voie normale du Mont Blanc. Ce qui change cet été, c'est qu'il faut décliner son identité au moment de la réservation et qu'elle devient obligatoire. La décision est mûrie depuis longtemps, depuis les débordements de la saison dernière. Le problème, c'est que la majeure partie des gens jouaient le jeu, mais il y avait toujours un petit pourcentage de gens qui ne jouaient pas le jeu et qui créaient des tensions, des conflits, des actes d'incivilité sur cet itinéraire. Et le premier acte d'incivilité pour nous, c'est déjà de monter au refuge du goûter sciemment, sans avoir réservé, et de se pointer en disant voilà, vous êtes obligé de m'accueillir parce que vous êtes un refuge, et quand c'est 10-15 personnes de plus, eh bien, ça met en danger tous les autres usagers du refuge pour des raisons évidentes de sécurité. Il est possible de réserver plusieurs séjours dans des hébergements différents, mais pas plusieurs séjours dans le même. Le nom des personnes n'est pas modifiable, sauf celui des guides qui peut être changé 2 jours avant l'expédition. Une modification du nombre de personnes à la baisse est possible aussi et sera remboursée. Le but n'étant pas de pénaliser les alpinistes, mais d'éviter une surréservation abusive. Les contrôles vont être faits par un calendrier qu'on va élaborer avec la Brigade Blanche, avec monsieur le maire de Saint-Gervais, pour alterner, pour être au maximum présent sur le terrain, entre la Brigade Blanche, le PGHM, le Sherpa, et puis même des fois doubler. Je pense que les premiers temps, nous allons appuyer la Brigade Blanche pour que cela donne du corps et de l'autorité à un système de réservation. En cas de montée sans réservation, les alpinistes risquent une contravention et plus en fonction de la situation. La vérification de l'identité de la personne liée à sa réservation sera faite à chaque refuge. D'autres contrôles tout au long de l'ascension sont aussi prévus. Il fallait modérer la surfréquentation que nous avions constatée à partir du mois de juillet, où jusqu'à 140 occupants au refuge avaient pu être en temps réel accueillis dans le plus grand désordre, certains n'ayant pas réservé ou ne souhaitant pas payer leur nuitée. La première vague de réservation ouvre le 16 avril pour les professionnels et le 30 avril pour les particuliers. D'autres créneaux seront mis en ligne plus tard dans la saison. À l'éponge, Jean-Baptiste et Bernard. Au pinceau, Martine. Ces 3 habitants de Boissé-Saint-Priest ne sont pas des professionnels du bâtiment, mais ils donnent volontiers du temps
et de l'huile de coude pour leur commune. Pour eux, le geste est bien plus qu'un simple coup de main. Ça va de soi, hein. Si on veut profiter de la salle. Faire participer les gens de la commune, ça crée des liens. Et puis c'est bien pour les finances aussi de la commune. Pour s'intégrer, c'est une solution. Quand on arrive dans un village et qu'on connaît absolument personne, même si on connaît certaines personnes, c'est agréable d'en rencontrer d'autres. Et de pouvoir s'intégrer et faire d'autres choses après derrière avec. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a moins d'argent, donc autant fédérer tout le monde et puis faire quelque chose tous ensemble. En plus, ça permet de rencontrer d'autres personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer sur le village. Et c'est super sympa. Ça réunit les gens, les habitants dans un esprit vraiment convivial et c'est vrai que c'est une bonne motivation. C'est vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié. 70 bénévoles, simples habitants ou artisans ont participé à la rénovation de cette salle des fêtes. Le lieu avait cruellement besoin d'être remis aux normes et au goût du jour, mais les travaux étaient toujours repoussés par la mairie pour privilégier des projets plus urgents. Il y a 40 ans, la salle des fêtes avait déjà été aménagée par ses habitants. L'idée était donc logique et elle pourrait bien faire des petits sur la commune. Les bénévoles m'appellent et me disent c'est quoi le prochain chantier ? Donc évidemment, ça ouvre plein de perspectives et pour peut-être faire un chantier par an, l'occasion de se retrouver, un peu comme une fête des voisins, si vous voulez, mais sur une thématique restauration, rénovation du patrimoine communal. En tout, 450 dalles de plafond auront été nettoyées et rénovées, les sanitaires refaits et les murs ont été isolés par des panneaux en bois du Forêt. Le chantier aura coûté 12 000 € à la commune et sans cette précieuse main-d'œuvre, la facture serait passée à 28 000 €. C'est un concours un peu particulier auquel participent les élèves de différents établissements. Le but, programmer les mouvements d'un robot. Après une vingtaine de minutes d'effort, verdict. Ça s'est bien passé, c'est formateur. C'est bien de pouvoir apprendre ça parce que plus tard en entreprise ça va peut-être nous servir. Ça nous fait une initiation. Léo, Marc et Archie ont dû passer des tests de qualification pour participer au trophée RoboFly. Une journée de concours et d'apprentissage. C'est très utile et c'est surtout aussi ce qu'on est en train de faire là, c'est de transmettre les rudiments à des étudiants qui vont rentrer dans l'industrie et qui seront les futurs maillons de cette industrie. Et on souhaite aussi d'aller de plus en plus loin et de plus en plus tôt dans l'enseignement pour que on crée des vocations. Des vocations qui dépassent les frontières. Belges et Canadiens étaient aussi présents pour cette 4e édition. Un long voyage pour certains qui ne gâchent pas leur enthousiasme. C'est 7 heures d'avion, mais ça vaut la peine, c'est fantastique, on adore. Aussi, on est avec d'autres personnes, donc c'est communiquer, faire du travail d'équipe. Fait que c'est vraiment la communication qui est à l'œuvre, puis avoir des nouvelles connaissances pour le futur aussi avec les entreprises et avoir des contacts. Pour l'occasion, des groupes industriels de Haute-Savoie ont fait le déplacement. Cette journée est pour eux l'opportunité d'échanger avec les élèves tout en se faisant connaître. C'est vraiment informer l'étudiant de ce qui se passe dans l'industrie aujourd'hui. Notre problématique, c'est être capable de séduire ces gens pour qu'ils nous rejoignent plus tard, afin d'avoir une vraie main-d'œuvre qualifiée, qu'ils aient envie de nous rejoindre pour le développement de nos entreprises. Les gagnants de la journée sont repartis avec un trophée qui a récompensé cette aventure robotique. Et en fait, on est tous les trois des gros fans de jeux de société. On adore, moi je passe beaucoup de temps à jouer au Risk, le Munchkin et tous ces jeux-là qui sont en fait très inspirants. L'idée de 3 jeunes lyonnais créer un jeu de société géolocalisé grandeur nature sur smartphone, son nom Métropolis. On va être incité à découvrir ou redécouvrir sa ville en explorant, en découvrant les bâtiments de Lyon. Donc, on est géolocalisé, on se déplace, on achète les bâtiments et ensuite on peut faire des offres à d'autres joueurs, on peut aller tirer des cartes. En fait, on va retrouver des objets donc, en se déplaçant dans le monde réel. Ça vous rappelle quelque chose normal, pourtant en Métropolis, c'est différent. Un Monopoly à l'échelle de notre jeu, ça ne serait pas possible parce que voilà, nous c'est un jeu qui se pratique à 100 000 voire 1 million de joueurs. Plus les joueurs ont envie de posséder un bâtiment, plus ils sont nombreux à vouloir posséder un bâtiment, plus la valeur va augmenter parce qu'il y a tous les systèmes d'échange et de trades. Et donc typiquement l'hôtel de ville, au début il valait 10 000 dans le jeu, à la fin il valait 1 million. Et le principe du jeu peut se décliner bien au-delà de Lyon.
L'objectif, c'est d'aller plus loin que ça, d'aller dans d'autres pays, voire même de l'adapter à toute la planète. C'est une application et un jeu qui sont tout à fait adaptables une fois qu'on a les règles du jeu. Metropolis vient de passer avec succès la phase de test grandeur nature. Il est gratuit et disponible pour l'instant sur Android. Tantôt symbole d'oppression, tantôt représentation de l'élégance, le corset interroge. Le vêtement prend vie à la Renaissance, les cours royales le démocratisent et sa popularité ne cessera de croître jusqu'au début du XXe siècle. C'est à la fin de la Première Guerre mondiale que les femmes le délesteront, car trop peu pratique pour travailler à l'usine ou au champ. Mais le corset n'a pas dit son dernier mot. C'est un objet qui sait se réinventer parce qu'on a une image du corset qui peut être un objet associé au passé, un objet qui a fermé les corps. Et en fait, le corset, il peut aussi être un objet qui révèle les beautés, qui sait se réinventer. Par exemple, voilà, un objet plus contemporain, un corset contemporain. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est ça fait le lien avec notre thématique du musée, la broderie au fil d'or, qui est aussi une technique ancienne, qui a su traverser les époques et qui aujourd'hui demande à se réinventer et le fait. Pour cette exposition, le musée a travaillé avec une corsetière de Roanne et des étudiantes en corsetterie du lycée professionnel Adrien Tesdu au Chambon-Feugerolles. Un savoir-faire local qui se transmet et qui se valorise. D'ailleurs, il est proposé au public de s'essayer à ce métier si délicat qu'est la broderie au fil d'or. C'est un métier d'art qui a été énormément en cours jusque dans les années 1960 et qui s'est perdu effectivement. Et c'est en 2002 que le musée a été créé pour garder ce savoir-faire de cette région de la Vettre qui est une particularité de notre territoire. D'autres surprises attendent le spectateur comme un corset en céramique ou encore en papier mâché, et l'occasion exceptionnelle d'admirer des pièces de l'Opéra de Saint-Étienne.